Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. Donc, je suis Roberta Pennucci, je représente l'IMRED, qui est l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable, qui fait partie de l'Université Côte d'Azur. Et comme tu l'as bien dit Isabelle, nous sommes à Nice. Donc, vous voyez déjà dans cette photo notre nouveau bâtiment qui a été construit avec des technologies bas carbone et les précurseurs un peu des technologies d'avenir. On y retrouve les lames de verre qui permettent de faire entrer de la lumière tout en protégeant des rayonnements solaires et du coup ça permet de éviter que la chaleur nous tue pendant l'été, comme on a vu à Copenhague tout à l'heure. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la chaire, une des chaires qui sont portées par l'IMRED, et en l'occurrence la chaire User Experience for Smart Life, Home and Mobility, dans laquelle nous aspirons à concevoir l'habitat de demain. Mais avant de vous expliquer comment nous essayons de faire cela, je voudrais juste vous dire comment cette chaire est née. Du coup, elle a été initiée par l'Université Côte d'Azur et est portée par l'IMRED sur la base d'un constat. Et le constat est le suivant. Notre société évolue à cause du vieillissement de la population. Le fait qu'on passe une vie à l'intérieur. Aujourd'hui, nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos. Nous avons aussi de nouveaux contextes familiaux. La famille classique, malheureusement, elle est en train de disparaître. Et en France, à ce jour, il y a 30% de familles qui sont monoparentales et 30% de foyers avec une personne seule. Ensuite, on le sait tous, la pandémie a accéléré des gros changements, notamment dans les modes de travail, avec une explosion du télétravail, et a aussi changé notre façon de consommer. Maintenant, nous commandons beaucoup sur Internet, des magasins, des grandes chaînes qui avant n'avaient pas de site Internet pour les achats, maintenant, pratiquement, elles les ont tous. Et enfin, au vu du changement climatique, donc, il est évident que notre société, là, ces années, doit faire face à des changements en fait épocaux, et du coup ça paraît aussi évident que l'habitat doit s'adapter aussi à tous ces changements. Alors, qui sommes-nous dans la chaire? Nous sommes donc des académiques, des industriels, des ingénieurs et des médecins qui travaillent ensemble pour innover, pour que nous puissions être bien chez nous tout au long de notre vie. Donc, au cœur de notre démarche se trouve vraiment l'innovation au service de l'humain. Et comme vient de le dire Raphaël, en fait, la technologie, elle peut être utile, mais vraiment ce qu'on essaie de faire dans la chaire, c'est de mettre ensemble les expertises des différents partenaires pour trouver des solutions, dont des solutions technologiques, mais quand on va vers la technologie, eh bien, on s'assure bien qu'elle soit vraiment capable d'améliorer la qualité de vie des gens. Dans le cadre de la chaire, nous avons aussi à disposition, grâce à l'IMRED qui nous le donne à disposition, un Living Lab qui est un appartement sur 2 étages où nous pouvons tester, expérimenter les solutions que nous développons. Alors, les partenaires de la chaire sont bien évidemment l'Université Côte d'Azur et la fondation de l'université. Et nous avons des industriels, dont Epic Impoc et Ludotique, qui ont des grandes expertises au niveau des interfaces homme-machine et de l'expérience utilisateur. Bon, Leroy Merlin, que vous connaissez tous, je pense. Steelcase, qui est une grosse boîte américaine qui fabrique du mobilier, notamment pour les espaces partagés, et son revendeur agréé en France, Ellipse. Videtix, qui est une boîte issue d'ingénieurs de Polytech de Nice qui fait surtout des analyses de flux vidéo, et via une autre boîte américaine qui connecte les objets de la maison. Et parmi les laboratoires de l'université qui travaillent déjà avec nous, il y a le laboratoire Transition avec notre sociologue Vincent Meyer, des experts de I3S, experts en informatique et de l'intelligence artificielle, et nous travaillons aussi avec le CHU de Nice, avec Frédéric Pratre, un gériatre et aussi d'autres médecins. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure que nous essayons de concevoir l'habitat de demain. Alors, pour ce faire, nous travaillons sur plusieurs projets, dont un est un projet qui se différencie des autres, de tous les autres. C'est un projet transversal à tous les autres et qui se développe sur une échelle temporelle différente. Donc, dans ce projet, en fait, avec une approche scientifique, une méthodologie bien détaillée, on est parti de la préhistoire, de la grotte, et on a essayé de comprendre comment l'habitat a évolué
depuis la préhistoire jusqu'à pendant les siècles, pendant la révolution industrielle jusqu'à nos jours. Et à partir de là, on se projette à 40 ans, donc on va vers 2065 pour développer des scénarios. Et ces scénarios qui vont être possibles, plausibles selon nous, et après on revient au présent. Et en fait, vous voyez toutes ces lignes, ça veut dire qu'à partir du présent, on peut entamer plusieurs pathways qui parfois peuvent aussi se chevaucher ou être partiellement les mêmes, mais qui vont amener à tel ou tel scénario. Et en fait, le fait de raisonner sur le futur, ça nous permet d'avoir les outils pour concrétiser les idées une fois en fait qu'on revient des projections. Et en pratique, on peut penser par exemple, on est à un certain moment, il y a une technologie, une innovation qui est en train de se développer, et là on se rend compte que si on poursuit, elle va nous amener vers où on ne veut pas aller. Alors, au contraire, il va y avoir une autre solution qui, elle, en revanche, mérite d'être développée pour arriver au scénario qu'on souhaite. Et bien évidemment, quand on parle d'habitat, on pense tout d'abord à où se situe cet habitat. Et donc, notamment la ville, parce qu'on sait déjà qu'en 2050, le 70% des personnes vont résider dans des zones urbaines. Et du coup, il y a ces projets un peu futuristes qui commencent quand même à sortir déjà. Je pense, je ne sais pas si vous connaissez le projet de Line en Arabie Saoudite, le projet des villes flottantes en Corée du Sud. Ici, c'est la forêt de Stefano Boeri, la ville-forêt Smart City Forest au Mexique, ou encore la ville sous la mer au Japon. Et donc nous, on a décidé, je ne vais pas sur les détails, parce que même je ne serai même pas en mesure de la méthodologie, mais en fait, nous, on a décidé de concentrer sur l'Europe, quand même. Et là, on est en train d'étudier un peu l'habitat au niveau de l'échelle macro, de comprendre quels sont les besoins de la population, et cela va nous permettre de redescendre à l'échelle micro pour vraiment comprendre comment sera l'habitat de demain. Ensuite, donc, les autres projets qu'on a, ils sont sur une future plus proche. Et là, en fait, ils se concentrent, en fait, ils se trouvent dans les différents axes de recherche de la chaire qui correspondent aux caractéristiques pressenties pour l'habitat de demain. Donc, l'habitat, pour nous, doit être adaptable, c'est-à-dire il faut qu'il s'adapte à l'évolution des besoins. Il faut, comme disait encore une fois Raphaël tout à l'heure, comment on peut réorganiser l'espace pour avoir un logement multifonction. Il faut que l'habitat soit durable, il faut qu'il soit vigilant, c'est-à-dire qu'il prenne soin de la santé et de la sécurité de ses habitants. Il faut qu'il soit aimable, empathique, parce que chez nous, c'est l'endroit où nous devons nous sentir au mieux. Et du coup, c'est important, moi je parle toujours de maison de compagnie, qu'elle soit capable en fait de comprendre aussi notre mood pour nous faire se sentir au mieux chez nous. Et enfin, l'habitat doit être assistant pour nous aider à réaliser les tâches journalières. Donc, bien évidemment, je ne vais pas tout présenter, mais je vais juste vous montrer que dans la chaire, nous essayons de comprendre comment sera l'habitat de demain en essayant d'avoir un regard à 360 degrés. Donc, pas uniquement l'aspect construction et durable, mais également tous les autres aspects qui vont faire qu'on peut bien vivre chez nous tout au long de notre vie. Et donc, je vais vous présenter quelques projets sur l'axe vigilant, notamment le monitoring des comportements à risque. L'idée est que, donc, imaginez une personne qui habite seule dans un logement. Elle peut être une personne âgée, mais elle peut être aussi un célibataire, ou voire encore une personne qui a des enfants et des maris, mais les enfants sont à l'université ailleurs, et le mari il est parti 3 semaines en Amérique. Donc, la personne se retrouve quand même seule. Et là, il faut que, imaginons qu'elle s'est cassé une jambe, et du coup, il faut que la maison puisse prendre soin d'elle. Alors, dans le cas des personnes âgées, nous avons un avantage, c'est-à-dire que les personnes âgées ont tendance à devenir prévisibles, ce qui va nous aider en fait à établir un comportement standard, et du moment où on détecte une éventuelle déviation par rapport à ce comportement, on va être en mesure de pouvoir intervenir ou bien d'investiguer s'il y a ce qui va nous permettre de révéler une pathologie par exemple ou un problème en fait, et intervenir rapidement. Alors, donc nous essayons d'évaluer les différentes solutions de monitoring et les implémenter, les expérimenter et faire une évaluation socio-techno-économique des solutions de monitoring pour la maison. C'est-à-dire, il y a cette technologie-là, il y a cette technologie-là, celle-là elle fait ça, l'autre elle fait ci, celle-là coûte X, l'autre Y, et en fait, celle-là elle est mieux acceptée
que l'autre. Parce que, si vous voyez la première, le graphique là, en haut, vous voyez que normalement, par exemple, quand on parle de caméra dans la maison, les gens disent non, non, j'en veux pas. Mais quand, si vous prenez, désolé, j'ai dû enlever l'animation, mais si vous prenez la dernière, quand on explique aux gens qu'on va utiliser les caméras à des fins médicaux pour que le docteur puisse suivre s'il y a des problèmes, et vous voyez que la barre rouge qui correspond aux gens qui ne veulent absolument pas de caméra, eh ben, elle diminue. Et là, en fait, c'est un autre exemple de comment on voudrait, on imagine les choses, c'est-à-dire c'est une étude sur une année, donc dans l'axe vertical, vous avez l'année, dans l'axe horizontal, vous avez les heures. Vous voyez que, en fait, on retrouve des habitudes dans le comportement de la personne qui a ses horaires pour manger, pour faire ses activités, mais à partir du jour de 194, eh bien, il y a un grand changement, et ce qui peut, du coup, indiquer qu'il faut aller investiguer. Donc, il y a beaucoup de technologies qui existent déjà, il y en a d'autres en cours de développement, et il y en a certaines qu'on a déjà implémentées dans notre Living Lab, comme les caméras, des capteurs infrarouges, donc de mouvement, des capteurs qu'on met dans le frigo pour détecter l'ouverture de la porte, d'autres qu'on met sous le lit, l'autre dans la chasse d'eau, le compteur électrique, et je vais vous parler de deux solutions. La première est une développée avec notre partenaire Videtix. Lui, il travaille normalement avec les caméras tubes qui sont dans les villes. Et il applique de l'intelligence artificielle pour faire des analyses. Et là, en l'occurrence, il a développé une solution pour suivre en temps réel et générer une carte spatio-temporelle des habitudes. C'est-à-dire une carte thermique dans laquelle, vous voyez là notre Living Lab. Là, dans cette photo, vous voyez aussi l'ingénieur qui s'en occupe, mais l'idée, c'est d'avoir juste une carte thermique, donc on ne voit pas les personnes. Et dans la carte thermique, on va voir en jaune où il y a le plus de passages et en bleu où il y a le moins de passages. Donc, nous allons savoir si la personne, elle bouge dans la maison, elle va où, dans la cuisine, etc. Et du coup, imaginez que moi, je suis seule, j'autorise ma mère à recevoir mes cartes thermiques, donc elle va pas me voir, mais elle va voir où je suis passée. Je me suis cassé la jambe, elle voit que pendant 48 heures, je suis pas allée dans la cuisine, elle peut commencer à s'inquiéter, par exemple. Ou une autre solution est celle du Linky, avec l'avantage que le Linky est déjà présent dans la plupart des foyers de France. Alors, le Linky peut être utilisé pour analyser les usages et identifier les activités en temps réel parce que le Linky peut fournir les données à l'échelle de tous les 3 secondes. Mais nous, on a développé un dongle, cet ordinateur que vous voyez accroché au Linky, qui récupère les informations pour l'instant tous les 32 secondes, mais on est en train de descendre. Et du coup, après, il transmet les informations par Wi-Fi et un algorithme est appliqué pour faire la désagrégation des appareils. Donc, en pratique, si vous voyez le graphe en bas, vous voyez en vert la consommation mesurée, donc la consommation électrique de la maison. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir la signature de différents appareils pour savoir si le chauffe-eau, comme c'est le cas là en bleu, il est allumé, ou bien la plaque s'allume, ou le four. Et l'idée, c'est là aussi de dire, ah bien, tiens, il y a les plaques qui s'allument, ça veut dire que la personne, elle est probablement en train de se faire à manger. S'il y a le chauffe-eau qui s'allume, c'est qu'elle est en train de prendre sa douche. Et du coup, on peut, au travers une façon non intrusive, comprendre les activités de la personne. Ensuite, un autre aspect qui est un peu différent, c'est aussi l'alimentation, qui est aussi importante, parce qu'on pense aux problèmes des personnes âgées, mais c'est pas que. Il peut y avoir des problèmes de mastication, des problèmes dans l'alimentation dus à un handicap, voire à des cancers de la sphère ORL. Quand on a un cancer de la gorge, on a des problèmes de déglutition, de production de salive, et on ne peut plus manger. Il y a donc une perte de plaisir lors des repas qui entraîne une malnutrition, une dépression et très souvent même la mort de la personne. Et donc, c'est important aussi que chez nous, on puisse maintenir une bonne alimentation. Donc là, on travaille avec une imprimante 3D alimentaire qui est née à l'origine pour la pâtisserie. Et avec l'INRIA, avec des écoles hôtelières, pour trouver la bonne texture, de façon à partir de purée, obtenir vraiment des aliments qui ont l'aspect visuel de vraies carottes, vrais petits pois, vrais steaks, mais que peuvent être mangés, en plus par toutes les personnes qui ont cette nécessité. Et on peut aussi intégrer à l'intérieur des compléments alimentaires, voire des médicaments. Donc, faire vraiment une alimentation personnalisée. Enfin,
et c'est là, je vais aborder juste un projet sur la partie durable. Donc, nous avons notamment des projets sur l'énergie. Nous avons besoin de décarboner notre consommation via des énergies bas carbone tout en réduisant la demande. Et le contexte est que il y a augmentation du prix de l'énergie. Il y a également la fin des tarifs de rachat de l'énergie renouvelable. Du coup, comment pouvons-nous réduire notre facture énergétique et aussi inciter les citoyens à investir dans des technologies bas carbone? Donc, la chaire essaye d'apporter des solutions. Et celle que je vais vous présenter, est la gestion intelligente des flux énergétiques. Donc, en pratique, si quelqu'un veut acheter un véhicule électrique ou des radiateurs électriques ou encore une pompe à chaleur, eh bien, parfois, elle ne peut pas le faire parce qu'en fait, il faudrait refaire il faudrait augmenter la puissance souscrite et il serait parfois nécessaire de refaire tout le réseau électrique, le câblage électrique du réseau à l'appartement. Et donc, des gens qui voulaient décarboner, par exemple, leur chauffage parce qu'ils l'ont actuellement au gaz, eh bien, ils ne peuvent pas. Alors, une solution, c'est de réutiliser le Linky de tout à l'heure avec le même principe, le dongle, pour, encore une fois, récupérer les informations et pouvoir comprendre à tout moment en temps réel quelle est la consommation électrique de la maison. Et du coup, lui, il va être capable de faire du délestage local et donc arrêter les appareils qui consomment trop à un moment donné. L'avantage, c'est que le disjoncteur, en fait, il va pas être bloqué à tout moment. Et en fait, on peut continuer à alimenter les équipements qui sont les plus importants à un moment donné. Et ça, on le fait en collaboration avec Ludotique et Pick and Pock. Mais enfin, alors, on a des solutions, on a les habitants, on a la maison. Comment les habitants peuvent communiquer avec le logement et comment le logement communique avec les habitants? Il faut forcément des interfaces. Alors là, j'aime bien ce que Ludotique dit toujours. Lui dit, une interface est comme une blague. S'il faut l'expliquer, elle n'est pas bonne. Effectivement, donc nous on essaye de trouver des interfaces qui soient intuitives, qui connaissent de plaisir, même avec des couleurs qui plaisent. Et surtout, on essaye d'adapter l'interface à l'utilisateur. Donc, si c'est un enfant, une personne âgée ou un adulte, on essaye d'avoir une interface qui est différente en fonction de l'utilisateur, en fonction du degré d'information qu'on a besoin d'afficher. Et là, par exemple, vous le voyez en statique, mais on l'a mis en dynamique grâce à Pick and Pock. Vous voyez, par exemple, sur la partie droite, la possibilité de voir les températures dans la maison et des boutons plus ou moins qui vont nous permettre de choisir le confort. Donc, par exemple, si je veux, à la place de 19 degrés dans la maison, j'en veux 23. OK, mais quel est l'effet direct sur ma facture d'énergie au niveau mensuel ou annuel, ou encore, là on l'a pas encore mis, mais quelle est ma production de CO2? Et on peut imaginer que si on est ensemble dans le quartier, ben, on peut avoir une gamification et du coup, ben voilà, toi tu vas être le roi parce que par rapport à tous tes voisins, tu es celui qui a produit le moins de CO2 cette semaine. Donc voilà quelques exemples des travaux qu'on fait dans la chaire. Merci Roberte.